Paradoxe. Ouvrez Google Earth sur votre téléphone, sur votre ordinateur, peu importe. Tapez Grand Canyon. Montez à 50 km d'altitude. Regardez, pas comme un touriste, mais comme un ingénieur des mines. Des parois en escalier, la roche retirée couche par couche, comme les étages d'un gâteau. Des rainures parallèles, qui longent les flancs sur des dizaines de kilomètres, comme les traces de dents d'un godet géant. Une géométrie régulière, chaque strate nettement séparée de la suivante, avec une arête franche. Maintenant, sans fermer, ouvrez une deuxième image. La mine de Bingham Canyon dans l'Utah. La plus grande mine à ciel ouvert de la planète. 1,2 km de profondeur, 4 km de diamètre. En activité depuis 1906, plus de 100 ans d'extraction de cuivre. Les mêmes escaliers, les mêmes rainures, la même géométrie. Des routes en spirale descendant vers le fond, comme le filetage d'une vis géante. Mettez les deux côte à côte. Retirez les légendes. Retirez l'échelle. Et essayez de dire lequel est le canyon et lequel est la carrière. Vous ne pourrez pas. La différence, c'est la taille. Bingham, 4 km. Le Grand Canyon, 446. 100 fois plus grand. Mais le dessin, identique. La nature ne coupe pas la roche en marche d'escalier, ne laisse pas de rainures parallèles sur des centaines de kilomètres, ne retire pas la matière en couches régulières. Ça, ce sont des machines. Dans la vidéo précédente, une hypothèse. Quarantaine. Amnésie programmée. Fort vitrifié à 1200 degrés en Bretagne. Protocole Babel. Condensateur dans les temples. Aujourd'hui, retour aux images, aux chiffres que n'importe qui peut vérifier en 30 secondes. La question, et si la Terre n'était pas un foyer, mais un chantier? Le Grand Canyon, 446 km de long, 29 de large au maximum, 1,5 km de profondeur. Volume de matière extraite, environ 4000 km3. Les données géologiques confirment ces volumes, mesurés par le United States Geological Survey depuis le 19e siècle. 4000 km3, c'est un cube de 16 km de côté. Entièrement vidé. Disparu. Version officielle. La rivière Colorado a creusé le canyon en 5 à 6 millions d'années. Érosion fluviale. Une rivière transporte de l'eau, du limon, du sable, du gravier fin. Mais 4000 km3 de roches dures, calcaires, grès, granit au fond, une rivière ne les découpe pas en marche d'escalier. Une rivière creuse un lit sinueux, avec des méandres, des bassins, des rapides. Les bords s'arrondissent, les parois s'inclinent. Le profil en V, c'est la signature de l'eau courante. Le Grand Canyon, profil en U. Parois verticales, paliers horizontaux, rainures parallèles. La signature de l'eau, absente. La signature d'une extraction mécanique, présente. Et le Grand Canyon n'est pas seul, loin de là. Sur toute la planète, la même image. Fish River Canyon, Namibie. Deuxième plus grand canyon du monde, 160 km de long, 27 de large, 550 mètres de profondeur. Mêmes escaliers, mêmes paliers horizontaux, mêmes rainures parallèles. La rivière Fish, un filet d'eau qui s'assèche complètement en été, qui se réduit à quelques flaques entre les rochers. Version officielle, érosion sur 500 millions d'années. Un ruisseau intermittent, qui disparaît 6 mois par an, aurait creusé un canyon de 550 mètres de profondeur. En 500 millions d'années. Sans laisser un profil fluvial normal. Pas de méandres, pas de berges arrondies, pas de terrasses alluviales. Des marches, des paliers, des coupes. Canyon d'Antelope, Arizona. Des parois ondulées, lisses, brillantes, comme passées dans une machine de polissage industriel. Le grès, rouge, orange, violet,
polis sur des dizaines de mètres de hauteur, avec une régularité que la main humaine n'obtient pas. Version officielle, flash flood, crues éclairs qui polissent le grès tendre. Des crues, de l'eau turbulente, chaotique, chargée de sable, qui polissent une surface comme un papier de verre de grain 1000. L'eau polie, c'est vrai, mais pas avec cette régularité, pas avec cette douceur. Touchez les murs d'Antélope, ils sont lisses comme du verre. Les cheminées de Cappadoce, Turquie, des cônes réguliers par centaines, même forme, même taille, même proportion, avec des chapeaux de roches plus dures au sommet comme des bouchons. Officiellement, érosion éolienne du tuf volcanique. Le vent, qui souffle de façon aléatoire dans des directions changeantes, aurait sculpté des centaines de cônes identiques, à intervalles réguliers, de même hauteur, avec des chapeaux. Le vent ne crée pas de série. La série, c'est de la production. Sur toute la planète, escaliers, rainures, cônes, coupes. Comme si quelqu'un avait retiré la matière, strate par strate, et l'avait emportée. Ailleurs, le calcul change tout. Où est passée la roche? Montagnes tabulaires, les tépuis du Venezuela, Roraima, Ollantaytambo, des dizaines d'autres. Des plateaux à sommet plat, coupés net, avec des parois verticales de 1000 mètres. Comme si on avait posé un couteau sur le sommet et appuyé. L'érosion, pluie, vent, gel, arrondit les sommets, crée des dômes, des cônes, des crêtes. Jamais des plateaux plats de plusieurs kilomètres carrés avec des murs verticaux. Un sommet plat, c'est un plan de coupe, pas de la géologie. Table Mountain au Cap, même profil, sommet plat, parois verticales. 1 kilomètre de large et plat comme une table. D'où le nom. Kailash, Tibet, 6638 mètres. La montagne sacrée de 4 religions, hindouisme, bouddhisme, jaïnisme, bonne. Personne n'est monté au sommet, interdit. Mais ce n'est pas l'interdit qui pose question, c'est la forme. Pyramidale, 4 faces, orientée exactement selon les points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Des bandes horizontales qui ceinturent la montagne comme des anneaux, comme les couches d'un terril qui montent niveau par niveau. La nature ne fabrique pas de pyramides à 4 faces avec une orientation cardinale. Mais les terrils, les montagnes de déchets miniers, créent des cônes, avec des bandes horizontales. Chaque passage de camion, une couche. 1 million de passages, une montagne. Cratère Patom, Sibérie orientale, Oblast d'Irkoutsk. Taïga profonde, des centaines de kilomètres de forêt sans route. Un cône régulier, 40 mètres de haut, 160 de diamètre, en blocs de calcaire, empilés en couches. Le géologue Vadim Kolpakov l'a découvert en 1949 et n'en a pas cru ses yeux. Les événements locaux l'appellent le nid de l'aigle de feu. N'y vont pas. Les rennes refusent d'approcher. Radiation anormale dans les cernes des arbres, un pic datant d'environ 300 ans. Pour être objectif, examinons les deux versions. Version officielle. Cryovolcan. Les cryovolcans, soulèvements du pergélisol, créent des bosses informes. Pas des cônes réguliers en blocs empilés. Regardez-le avec des yeux de mineur et vous verrez un terril. Un tas de déblais sortis de sous terre, empilés, en couches, avec de la radiation. À ce stade, les textes les plus anciens de l'humanité changent de sens. L'épopée d'Atrahasis, tablette cunéiforme, Mésopotamie, 18e siècle avant notre ère. Copie au British Museum, cataloguée, traduite, publiée. Si on retire le mot « Dieu » et qu'on le remplace par « opérateur », le texte se lit comme un rapport de site industriel. Les opérateurs, les igigi, travaillent, creusent des canaux, extraient de la roche, transportent des charges lourdes.
Le texte, littéralement, quand les dieux faisaient le travail de l'homme, quand les dieux portaient le fardeau des dieux était grand, le travail lourd, la peine immense. Pas de la poésie, un constat. Ils travaillent pendant des millénaires, et un jour, ils craquent, révoltent. Les Ijiji brûlent leurs outils, encerclent la maison d'Enlil, le superviseur en chef, la nuit. Enlil est furieux, veut les détruire. Mais Enki, l'ingénieur, le technologue, celui qui résout les problèmes, propose une alternative. Pas détruire, remplacer. Le processus est décrit avec une précision troublante. Un opérateur, Wei-Ila, celui qui avait l'intelligence, est sacrifié. Sa chair et son sang, son matériel génétique, sont mélangés avec l'argile, substrat biologique local. La déesse sage-femme Nintu façonne 14 moules. 7 mâles, 7 femelles. Première série. Résultat, l'Adamu. Un être capable de travailler, de creuser, de porter, d'obéir. Et, caractéristique clé, de se reproduire seul. Pas besoin de fabriquer chaque unité en laboratoire. Le produit se copie, automatiquement. La ressource visée, dans le texte, de façon récurrente, l'or. Les dieux veulent de l'or, pas comme décoration, comme matériau, en quantité. Pourquoi des êtres capables de créer la vie à partir de l'argile auraient-ils besoin d'or physique? Pourquoi créer une main-d'œuvre biologique pour l'extraire? L'or, meilleur conducteur électrique qui existe, ne s'oxyde pas, ne corrode pas. Parfait pour l'électronique, si vous avez de l'électronique. Les dieux, n'avaient-ils pas besoin de bijoux, mais de composants? Les mégalithes, dans ce cadre, ne sont pas des temples. Et cette distinction change tout. La Grande Pyramide, nous l'avons démontée dans l'épisode sur Gizeh. 1000 tonnes de granit contenant 55% de quartz piézoélectrique au-dessus de la chambre du roi. Piézoélectrique. Le quartz convertit la pression mécanique en courant électrique. 1000 tonnes de convertisseur. Ce n'est pas un plafond. C'est un transducteur. La Grande Galerie, 47 mètres. Un amplificateur acoustique avec 54 niches calibrées. La chambre de la reine. Des traces chimiques compatibles avec la production d'hydrogène. Des conduits, pas pour l'air, mais pour diriger de l'énergie vers des étoiles spécifiques. Ce n'est pas un tombeau, aucune momie, aucune fresque, aucune inscription. C'est une machine. Baalbek, le Liban. 3 blocs de 800 tonnes chacun. Le Triliton, soulevé à 7 mètres de hauteur et posé sur un podium. Le Liber LTM, 11 200, la plus grande grue mobile au monde, soulève 1200 tonnes au sol. À 7 mètres, 400 maximum. Baalbek, 800. À 7 mètres. Pourquoi? Un temple n'a pas besoin de blocs de 800 tonnes. Un temple de pierre ordinaire, 20-30 tonnes par bloc, fonctionne parfaitement. On en a construit des milliers. 800 tonnes, c'est un fondement pour des vibrations industrielles, pour des charges dynamiques, pour une machine qui pèse des centaines de tonnes et qui tremble quand elle tourne. Sacsayhuaman, au-dessus de Cusco, au Pérou, 3 rangées de murs en zigzag. Bloc de 300 tonnes. Appareil polygonal. Chaque pierre a une forme unique. Chaque joint est parfait. Un couteau ne passe pas entre 2 blocs. Sans mortier, sans ciment, et pas une fissure en 5 siècles de séismes andins, dont certains à 7 sur l'échelle de Richter. La communauté scientifique n'a toujours pas de réponse à la question « Pourquoi construire une enceinte antisismique de niveau nucléaire pour un temple ?» Un temple peut s'effondrer et être reconstruit. Une usine, non. Une usine doit tenir, quoi qu'il arrive. Mélanésie, Seconde Guerre mondiale. Et ici, pas une métaphore.
Un fait documenté. Photographié. Filmé. Les Américains construisent des pistes d'atterrissage sur des îles de l'océan Pacifique. Vanuatu, Nouvelle-Guinée, île Salomon. Des îles peuplées de tribus vivant à l'âge de pierre, sans métal, sans écriture, sans roues. Des avions atterrissent. Des C-47, des B-24, énormes, rugissants, argentés. Ils déchargent des caisses, de la nourriture en conserve, des vêtements, des outils, des médicaments. Pour les insulaires, c'est l'arrivée des dieux. Des oiseaux de métal qui descendent du ciel et apportent des trésors. La guerre finie. Les Américains partent. Les pistes abandonnées. Les hangars vides. Les avions ne viennent plus. Et les insulaires, sans comprendre le moteur, sans connaître la métallurgie, sans savoir ce qu'est un aérodrome, construisent. Des pistes d'atterrissage en terre battue et en paille. Des avions en bambou et en feuilles de palmier, taille réelle. Des tours de contrôle en bois, avec des antennes en bâton. S'assoient dans les cockpits en bambou avec des écouteurs taillés dans des noix de coco. Et attendent. Le retour des dieux, des oiseaux de métal, des caisses de trésors, cargo culte, documenté par les anthropologues dès les années 50. Pas une hypothèse, un phénomène observé. Et si on l'applique à l'échelle de la planète? Les opérateurs sont partis, les machines démontées et évacuées. Les humains, les Adamous, sont restés, au milieu des ruines, sans mode d'emploi. Et ont fait exactement ce que font les insulaires de Vanuatu. Ils ont vénéré. Les usines sont devenues des temples. Les convoyeurs, des voies sacrées. Les manuels techniques, des textes révélés. Les contremaîtres, des dieux créateurs. Les consignes de sécurité, des commandements. Le limiteur. Si un ouvrier vit 500 ans, il voit, il comprend, il accumule. Au bout de 100 ans, il remarque les patrons. Au bout de 200, il comprend la machine. Au bout de 300, il organise. Dangereux. Solution, un timer. 70-80 ans. 20 ans d'apprentissage. 15 de dégradation. Fenêtre utile, 45 ans. Mémoire effacée à chaque naissance. Le rat taupe nu. Même biologie, même classe. Vit 10 fois plus longtemps que la norme. Ne vieillit pas. N'a pas de cancer. Le vieillissement n'est pas une fatalité biologique. C'est un réglage. Et notre réglage est calibré pour empêcher l'accumulation de savoir. Le déluge. Cette découverte est documentée dans les archives géologiques de chaque continent. Sédiments marins à 4000 mètres dans les Andes, coquillages dans l'Himalaya, le niveau de la mer, 120 mètres plus bas il y a 12 000 ans. Le golfe Persique, une vallée fertile, noyée. Si la Terre est un chantier, le déluge n'est pas un châtiment divin. C'est une procédure de fermeture. Mines épuisées, minerais extraits, main-d'œuvre excédentaire, protocole inondé, remblayé, partir. La même procédure qu'une mine de charbon qu'on ferme dans le nord. On inonde les galeries, on scelle les puits, on plante de l'herbe. Sauf qu'ici, l'échelle est planétaire. On a commencé avec 2 images, un canyon, une carrière, côte à côte, indistinguables. Et on termine, après 8 blocs de données, de calculs, de textes vieux de 4000 ans, avec un miroir. Un miroir dans lequel la Terre ne ressemble plus à ce qu'on nous a appris. Des canyons, avec des profils de mines et 4000 km3 de roches disparues. Des montagnes, avec des sommets plats que l'érosion ne crée pas. Des cônes, avec des bandes horizontales que seuls les terrils possèdent. Des textes, les plus anciens de l'humanité, qui décrivent non pas la création divine, mais le remplacement d'une main-d'œuvre fatiguée par un modèle biologique auto-reproductible.
Des structures comme surdimensionnées, antisismiques, calibrées, comme qui ne font aucun sens comme temple, mais fonctionnent parfaitement comme machines. Un culte mondial, comme identique au cargo culte documenté au XXe siècle, comme où les ruines d'usines deviennent des lieux sacrés. Un limiteur biologique, comme qui empêche l'accumulation de savoir. Et un déluge, comme qui ressemble moins à une punition qu'à une procédure de fermeture de site. La Terre, comme pas un foyer, un chantier, abandonné, avec ses ouvriers, comme toujours là, amnésiques, fragiles, convaincus que le chantier est leur maison, que les terrils sont des montagnes sacrées, que les manuels techniques sont des paroles divines, et que personne, jamais, n'a été là avant eux. Ouvrez Google Earth, regardez le Grand Canyon d'en haut, et répondez, honnêtement, à une seule question. Canyon ou carrière? Le chantier, comme en surface. Mais qu'y a-t-il en dessous? Des tunnels à angle droit dans du granit, que l'eau ne creuse pas. 1 million de tonnes de roches extraites, sans un seul terril à proximité. Du fer vieux de 150 000 ans, avec 8% de substances que personne n'identifie. Abonnez-vous, la prochaine vidéo, c'est la planète souterraine. Et ce qu'on y trouve est pire que ce qu'on voit en surface.